Donc la première question qu'on pose aujourd'hui, c'est est-ce que la disjonction acromioclaviculaire est une urgence chirurgicale? Donc comme vous pouvez l'imaginer, la réponse ne sera pas oui ou non, ce ne sera pas forcément tout blanc, tout noir. Et donc le but, c'était de faire un petit peu le tour de la question, de savoir comment ça marche, comment on la traite et quels sont les résultats pour pouvoir répondre au mieux à cette question. Donc comme petit rappel d'anatomie pour commencer, l'articulation acromioclaviculaire, c'est une diarthrose, donc c'est deux surfaces convexes, donc une petite articulation qui est très instable, contrairement à l'articulation par exemple coxo-fémorale. Et du coup, on va avoir différents moyens de stabilisation de cette articulation. On aura d'abord les ligaments acromioclaviculaires, forcément, les ligaments coracoclaviculaires, et puis il y aura deux moyens musculaires qui sont le muscle trapèze et le muscle deltoïde et qui ont une partie de leur insertion qui se fait au niveau de l'articulation acromioclaviculaire. Le ligament acromioclaviculaire, pour commencer, alors c'est plutôt un épaississement qui est plus ou moins individualisable de la capsule articulaire acromioclaviculaire. Et celui-ci, il permet d'assurer une stabilité horizontale de l'articulation acromioclaviculaire. On a ensuite les ligaments coracoclaviculaires, qui sont au nombre de deux, ligaments trapézoïdes, ligaments conoïdes, et qui permettent eux surtout d'assurer la stabilité verticale de la clavicule. Pour finir, on a ce qu'on appelle la chape deltotrapézienne. Donc c'est l'insertion musculo-tendineuse de deux muscles que vous connaissez, qui sont le trapèze, dont l'insertion se fera au niveau de l'articulation acromioclaviculaire en haut et en arrière, et puis le deltoïde, la partie antérieure du deltoïde, dont l'insertion musculo-tendineuse se fera en bas et en avant au niveau de l'articulation acromioclaviculaire. Et cette chape, elle permet d'assurer une stabilité verticale plutôt dynamique de l'articulation acromioclaviculaire. Donc pourquoi on parle de la disjonction acromioclaviculaire aujourd'hui? C'est parce que cette affection, elle est fréquente, elle concerne beaucoup plus les hommes que les femmes, et ça concerne quand même 40% des traumatismes de l'épaule chez l'athlète. Le mécanisme lésionnel, dans la très grande majorité des cas, c'est un choc direct sur le moignon de l'épaule, avec une ascension brutale de la tête humérale sur la scapula. On peut avoir également un abaissement brutal de la scapula par rapport à la clavicule, et ce mécanisme lésionnel va du coup engendrer une lésion d'un ou plusieurs des éléments stabilisateurs de l'articulation acromioclaviculaire que j'ai cité auparavant. Quelle est la conséquence de tout ça? Il faut savoir, ça je pense que c'est très important de le clarifier aujourd'hui, qu'il n'y a pas d'ascension de la clavicule. Effectivement, quand on examine le patient ou la patiente, on voit un relief de la clavicule, mais en fait c'est toute la partie scapulo-humérale qui va redescendre et pas la clavicule qui va remonter. Et de la même manière, on le verra après sur le stade 4, on a l'impression que la clavicule va se luxer en arrière, mais c'est en fait tout l'humérus avec le complexe scapulo-huméral qui va partir en avant. Il y a une classification qui existe, c'est la classification de Rockwood. Il y en a plusieurs autres, mais je pense que celle-ci elle est intéressante parce que plus on avance dans la classification, plus on aura des éléments de stabilisation qui vont être lésés, et donc plus la pathologie va être grave. Le stade 1, c'est juste un étirement sans rupture complète du ligament acromioclaviculaire. Donc à la radiographie, on n'aura pas de déplacement de la clavicule par rapport à l'acromion. On va dire que c'est une entorse simple acromioclaviculaire. Le stade 2, on aura une rupture complète du complexe acromioclaviculaire, mais comme on a encore les ligaments coracoclaviculaires qui sont intacts, on aura un déplacement modéré de la clavicule qui sera d'environ moins de 50% par rapport à l'acromion. Le stade 3, ce serait une rupture complète des ligaments acromioclaviculaires et coracoclaviculaires. Et de ce fait, on aura un déplacement plus important de la clavicule par rapport à l'acromion. Et si on devait le schématiser sur une radio, on dirait qu'on a un déplacement de la clavicule entre 50 et 100%. On a encore la chape qui tient, donc le déplacement ne sera pas majeur. Le stade 4, c'est un stade un petit peu bâtard parce que sur la radiographie, c'est toujours plus difficile de faire le diagnostic. On a une rupture des ligaments acromioclaviculaires et coracoclaviculaires, mais on a un aspect de luxation postérieure de la clavicule, mais en fait un déplacement plutôt antérieur de la scapula et de l'humérus. Et donc à la radio, on aura comme un aspect de quasiment pas de déplacement de la clavicule par rapport à l'acromion. Et donc c'est là que l'examen clinique va être très important et d'autres clichés radiographiques que je vous expliquerai après. Le stade 5,
qui est toujours un petit peu difficile à appréhender par rapport au stade 3. Donc c'est la même chose, c'est une rupture complète des ligaments acromio-claviculaires et coraco-claviculaires. Mais en plus de ça, on aura une rupture de la chape. Et de ce fait, on aura un déplacement qui sera un peu plus important au niveau de la radiographie, avec un déplacement de 100 à 300% de l'épaisseur de la clavicule par rapport à l'acromion. Le stade 6, alors ça c'est très rare, c'est plutôt dans des contextes d'AVP ou de traumatisme à haute cinétique. Ce sera une incarcération de la clavicule sous le tendon conjoint et sous le processus coracoïde. Donc l'examen clinique, on va avoir effectivement, selon le stade, une déformation visible de la clavicule. On peut avoir une douleur acromioclaviculaire, donc ça c'est intéressant sur les petits stades, le stade 1 et 2, où on a peu ou pas de déformation, et on aura à la palpation, et ça c'est très important, une douleur acromioclaviculaire, et corrélée au mécanisme lésionnel, on pourra faire le diagnostic d'entorse ou de disjonction acromioclaviculaire de bas grade. Et puis après, selon le stade, on pourra avoir une touche de piano, donc une instabilité verticale. Donc ça, c'est lorsqu'on aura une lésion des ligaments coraco-claviculaires, ou alors un tiroir antéro-postérieur, voire même un aspect de luxation postérieure de la clavicule. Et ça, c'est qu'on a une lésion du ligament acromioclaviculaire. Au niveau de l'imagerie, théoriquement, des radios suffisent. Donc on a une incidence claviculaire qu'on appelle le cliché de Zanca, qui permet d'apprécier le déplacement vertical. On a un intérêt tout de même de faire un cliché bilatéral et comparatif, surtout sur les déformations de bas grade. Donc ça nous permet de calculer le déplacement de la clavicule, comme je vous l'ai expliqué avant sur la classification de Rockwood, ou alors certains font la distance coraco-claviculaire. Pour apprécier le déplacement horizontal, ça c'est un petit peu plus compliqué. Donc on a des clichés qu'on appelle des clichés de Bernageau qui permettent d'évaluer le déplacement de la clavicule par rapport à l'acromion. Donc là, pour faire simple, c'est toujours un petit peu difficile d'appréhender ça. On a la clavicule ici, on a l'acromion, et si on a un déplacement postérieur, la clavicule va se retrouver en arrière et ne va pas faire de continuité avec l'acromion. Si on a un doute, déjà on peut, avec l'examen clinique, voir qu'il y a un déplacement postérieur de la clavicule, et sinon on peut toujours accéder au scanner. Alors la question maintenant, c'est quand est-ce qu'il faut opérer? Dans la littérature, tout le monde s'accorde à dire que dans les stades 1 et 2, il n'y a pas d'indication chirurgicale. Pourquoi? Parce que la clavicule elle est stable. Il y a les ligaments coraco-claviculaires qui sont encore présents. Le déplacement sera modéré. Et on sait, dans des études qui ont été faites il y a quelques temps maintenant, puisque maintenant c'est acquis qu'il n'y a pas d'indication chirurgicale, que la clavicule, comme elle est stable, il n'y aura pas de meilleurs résultats avec la chirurgie. Dans ce cas-là, il y a un repos sportif d'environ 3 semaines avec une immobilisation antalgique. Ça ne sert à rien de mettre un coup de corps pendant 3 semaines ou 6 semaines chez un patient qui a une entorse acromioclaviculaire de bas grade parce qu'il y a les ligaments, encore une fois, coraco-claviculaires qui permettent de stabiliser celle-ci. Le stade 3, c'est le stade le plus difficile en termes d'indication chirurgicale et je pense que c'est pour ça que c'est important d'en parler aujourd'hui. Le traitement, si on devait résumer, il faudra l'adapter au patient ou à la patiente. Quand on regarde dans la littérature, globalement, tout le monde s'accorde à dire qu'il n'y a pas vraiment de meilleurs résultats avec la chirurgie par rapport au traitement non chirurgical. Et évidemment, quand on a un traitement chirurgical, on peut avoir des complications chirurgicales, on peut avoir des délais de reprise des activités sportives notamment qui sont plus longs. Donc c'est vraiment à discuter. Cependant, on dit aussi que les résultats fonctionnels, c'est-à-dire la reprise des mobilités sans douleur, sans gêne, elle sera corrélée à la réduction de la déformation. C'est pour ça que le traitement chirurgical serait plutôt adapté à des patients sportifs ou avec une demande fonctionnelle importante, c'est-à-dire notamment des travailleurs de force ou des travailleurs au-dessus de la tête. Et puis il y a aussi l'aspect esthétique qui peut aussi être toujours valable. Dans le stade 3, qu'en est-il du traitement conservateur? Le but, comme on le disait tout à l'heure dans la physiopathologie, c'est de soulager le poids du membre supérieur puisqu'on a le complexe scapulo-huméral qui va complètement s'affaisser. Donc tout ce qui est anneau, strapping, ne semble pas adapté pour traiter l'entorse acromioclaviculaire de stade 3. On va mettre plutôt une attelle coup de corps qui va permettre de soutenir le membre supérieur et ce pendant 21 jours. Au-delà de 21 jours, ça n'aura pas d'utilité. Je vois encore régulièrement des patients qui gardent l'attelle pendant 6 semaines. Au-delà de 3 semaines, la cicatrisation commence à se faire. On va dire que la messe est dite
Et donc les 3 dernières semaines seront inutiles. Et autant donner aux patients la possibilité de se rééduquer plus rapidement pour un retour au sport plus rapide. La chirurgie, alors ça je pense que c'est la diapositive la plus importante du topo, celle sur laquelle je voulais vous alerter. Donc la chirurgie dans une disjonction acromioclaviculaire aiguë, le délai est très court, c'est dans les 15 jours. Au-delà, il y a une cicatrisation ligamentaire qui commence à se faire et on peut dire qu'on est dans un tableau de disjonction chronique. Donc au moindre doute devant toute déformation de la clavicule, n'hésitez pas à demander l'avis d'un chirurgien orthopédique, quitte à ce qu'on laisse un traitement non chirurgical. Parce que moi, je vois très régulièrement, et encore cette semaine, des patients qui viennent pour des disjonctions de stade 3 ou de stade 5 à 3 ou 4 semaines. Et dans ce cas-là, on n'est plus dans un tableau de disjonction aiguë. Et donc, je dis aux patients, maintenant, on va laisser comme ça. Et puis, si jamais c'est mal toléré, on passera au traitement dit de ligamentoplastie acromioclaviculaire, dont je parlerai juste après. Le traitement chirurgical des disjonctions aiguës, donc encore une fois, je le répète, c'est moins de 2 semaines. Pour les stades, alors 3, on a dit avant que ça dépendait des patients, 4, 5 et 6. Il y a plus de 60 techniques qui ont été décrites dans la littérature. Il faut juste retenir que l'objectif du traitement chirurgical en aigu, c'est de permettre la cicatrisation des ligaments acromioclaviculaires et coracoclaviculaires en bonne position. Donc en gros, le but, c'est de réduire l'articulation acromioclaviculaire. Donc globalement, on fait une stabilisation coracoclaviculaire. Et actuellement, la tendance actuelle, si jamais vous ne le savez pas, c'est de faire un double bouton. C'est-à-dire 2 boutons en titane, un au-dessus de la clavicule et un sous le processus coracoïde, avec 2 tunnels claviculaires et coracoïdiens qui permettent de réduire la clavicule par rapport à l'acromion. Mais ça, on a remarqué que ce n'était pas suffisant. Et il est important aussi de stabiliser l'articulation acromioclaviculaire pour appréhender le déplacement antéro-postérieur qui peut toujours persister si on a une simple stabilisation verticale. Et donc pour ça, il y a différents montages qui se font avec du fil notamment. Et il ne faut pas oublier aussi dans les stades 5 de fermer la chape musculaire. Les résultats, ils sont plutôt bons. Si on regarde dans la littérature, on a quand même des scores de constant en moyenne de plus de 90%, avec une augmentation significative par rapport à l'état préopératoire. On a quand même une reprise du sport au même niveau dans quasiment 75% et une reprise du travail complet au même niveau qu'avant. Les complications, ça c'est aussi important d'en parler, notamment dans cette pathologie. On va avoir des pertes de réduction de acromioclaviculaire qui seront non négligeables, qui vont concerner quasiment un patient sur 4, mais qui n'amènent pas forcément à une nouvelle chirurgie. On peut avoir aussi des problèmes relatifs aux implants, avec notamment des gènes sous-cutanés. Et ça, l'industrie commence à faire des endoboutons, on appelle ça low profile, pour essayer de moins gêner sous la peau et presque s'incarcérer au niveau de la clavicule. On peut avoir aussi des calcifications coracoclaviculaires. Et en termes de vraies complications, on va dire qu'on est à peu près dans la moyenne. Donc des fractures iatrogènes de la clavicule, la coracoïde, on a environ 5% dans cette série. Et puis des infections, on a quasiment 4%. Donc si on devait résumer tout ça, dans la prise en charge aiguë des disjonctions, on a peu de complications, mais attention à l'échec qui est non négligeable. Les facteurs prédictifs, le temps de chirurgie, j'insiste bien, 15 jours, pas plus. La réduction post-chirurgicale de l'articulation. Et puis après, d'autres facteurs prédictifs assez habituels, l'obésité, l'âge. Et c'est ce qui fait que, par exemple, les stades 3, on va le garder plutôt chez le sujet jeune, avec une demande fonctionnelle importante, et un patient en bonne santé. C'est bon. On va parler maintenant de la disjonction chronique, ou alors des échecs. Donc la disjonction chronique, on va dire, elle a été établie dans la littérature à plus de 3 semaines. Alors effectivement, je voulais parler de 2 semaines. Entre les deux, entre 15 jours et 3 semaines, on va le traiter comme une chronique, même si d'un point de vue histologique, on n'est pas encore sur du chronique. Donc la définition du chronique, c'est quoi? C'est lorsqu'on a une résorption, une rétraction progressive des ligaments qui sont lésés
et qui aboutit à une impossibilité de cicatrisation spontanée. Donc à partir de là, on ne pourra plus réduire notre disjonction pour atteindre une cicatrisation, mais il va falloir reconstruire tout le complexe ligamentaire. Il faut savoir que sur une disjonction acromioclaviculaire, on a quand même 15 à 20% de patients pour lesquels il y a une persistance de douleur avec un déficit de force ou un inconfort et qui vont être amenés à demander une chirurgie. Comment on va traiter ces disjonctions chroniques? Je vous ai expliqué qu'on ne pouvait pas se permettre de faire juste une réduction. Donc on va aller faire une ligamentoplastie. Cette ligamentoplastie, on peut la faire de plusieurs manières. Alors là, je ne vais pas vous donner tous les montages chirurgicaux, il y en a vraiment beaucoup. On la fait souvent avec les tendons ischio-jambiers, un peu comme quand on reconstruit un ligament croisé antérieur. On peut l'utiliser aussi pour ceux qui l'ont, le long palmaire. Comme ça nous évite de devoir en plus champer et d'aborder le membre inférieur. Et donc on va faire trois choses. On va reconstruire le ligament coraco-claviculaire, on va reconstruire le ligament acromioclaviculaire, et le temps de la cicatrisation, de la ligamentisation, on va faire une stabilisation par endobouton, un petit peu comme je vous montrais au départ, le temps que tout ça cicatrise. Il y a une variante qui existe, qui s'appelle la technique de Weverden, et qui consiste, au lieu d'utiliser une autogreffe de tendons prélevés ailleurs sur le corps, à prendre le ligament acromio-coracoïdien et à le déplacer au niveau du quart latéral de la clavicule et puis de stabiliser en même temps avec un endobouton le temps de la cicatrisation du lac au niveau du quart latéral de la clavicule. Les résultats, d'un point de vue fonctionnel, ils sont plutôt bons. On a 90% de bons résultats fonctionnels en termes de reprise des activités, de mobilité, avec une augmentation du score de constant de 20 points par rapport à l'état préopératoire. Au niveau des douleurs, c'est assez efficace aussi, et c'est surtout pour ça qu'on les opère. On a 80% de réduction significative de l'EVA. Le taux de récidive, environ 10%. Ce n'est pas très important, mais par contre, quand on regarde le taux de complication, on est quasiment à un quart, que ce soit au niveau du démontage, fracture ou infection. Le retour au sport, il est un peu moins bon que quand on prend en charge les gens en aigu, puisqu'on est à moins de 70%, alors qu'avant, je vous parlais de plus de 75%. Donc si il y avait des messages à retenir de cette présentation, donc pour répondre à la question, vous vous y attendez bien, c'est pas oui, pas non. Est-ce que c'est une urgence chirurgicale? Ça dépend du stade. Donc à partir d'un déplacement de la clavicule qui est de plus de 100% par rapport à l'acromion, on peut considérer l'indication chirurgicale. Mais encore une fois, en cas de doute, il ne faut pas hésiter à nous les envoyer. L'évaluation clinique et radiographique, elle est très difficile. Donc encore une fois, il faut demander un avis devant une déformation. Délai de prise en charge chirurgicale, c'est 15 jours. Ça, c'est vraiment très important de le retenir, notamment sur un stade 5, parce qu'après, la ligamentoplastie, elle donne des résultats qui sont vraiment différents du traitement aigu. Le traitement orthopédique, c'est remonter le membre supérieur. Donc les anneaux, ça ne sert à rien. On n'est pas sur une fracture de clavicule. Le strapping, ce ne sera pas suffisant. Et la prise en charge chirurgicale, concernant la disjonction, ce n'est pas de la magie. On a quand même des bons résultats fonctionnels, mais en aigu, on a quand même des taux d'échec ou au moins de déplacements secondaires qui sont non négligeables. On était à 25%. Et en chronique, on a quand même des taux de complications, notamment l'infection, qui sont relativement élevés. Donc c'est pour ça que c'est d'autant plus important de prendre en charge le patient très tôt.